Elles vont bien, hein, globalement, elles vont bien. Il a mis 9 mois pour se préparer. Et puis moi, j'arrive en tant que Tom bien prétentieux et je dis, ah, Valais Coco, moi, je vais mettre 50 jours. Les gens se disent, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été battu, donc ça ne sera pas battu. C'est une personnalité qui allait très très loin dans certaines choses. Il y a des records qu'il a fait et je vais essayer de battre ce record. De dire que, en fait, ça va s'être fait en 50 jours au lieu de 9 mois, comme lui, il a mis une seule tentative au lieu de 3, 12 heures au lieu de 17. 2 heures pour en faire combien alors? 4030. En fait, quand tu combines tout, ils disent, mais le mec, il sait pas faire des calculs, quoi. Il est pas très malin, ce garçon. Bienvenue dans cet épisode Objectif Finisher, dans lequel j'accueille Thomas Frey. Tom. Ah oui, Tom, tu le connais sans doute puisqu'il est très suivi sur les réseaux, notamment sur sa page Instagram. Tom, c'est à la fois l'athlète hybride comme on dit, il allie l'endurance et la force, et en Aerox, il est l'un des meilleurs mondiaux, tout simplement, ni plus ni moins. Donc j'ai voulu en savoir plus sur lui, son parcours, qu'est-ce qu'il a amené là, comment il a fait. Tu vas peut-être être déçu parce que peut-être que tu t'attends à des raccourcis, à des tips, à des techniques très simples. Alors non, c'est toujours complexe et ça prend du temps. Donc oui, Thomas nous révèle que la durabilité, la galère, ça fait partie de la vie, mais justement, si dans ton cerveau tu souhaites justement pouvoir débloquer un certain nombre de choses, c'est ici que ça se passe. Si par contre tu cherches des techniques, etc., n'hésite pas à poser tes questions ici, à commenter tout simplement ce podcast, et parce que justement on a prévu de se revoir une deuxième fois pour aller plus dans ce côté technique et comment justement, quels sont ses insights, etc., ses inputs qui lui permettent d'atteindre son meilleur niveau, tout simplement. Donc, pour une fois, cet épisode, il est financé, et oui, par mon partenaire à moi, qui s'appelle NutriPure, ma partenaire nutrition et santé. Ça tombe bien, c'est aussi celui de Thomas. Pourquoi NutriPure et pas une autre marque? On y répond d'ailleurs dans ce podcast. Donc, à tes questions, on t'attend à très vite. Bon épisode. Salut Thomas, Thomas Frey. Oui, ou Tom. Tom. Salut Cyril. Sinon, ton nom de famille? Frey, c'est ça, C'est exactement. vraiment Frey, ça vient d'où Frey? C'est une bonne question. Si on remonte, ça remonte à loin, plusieurs générations, mais il semblerait que ça vienne de la Suisse allemande. Ah, Suisse allemande est là, on est en Suisse, mais pas allemande. On est en Suisse, au bord du lac Léman, avec derrière toi, on voit toi derrière. Qu'est-ce qu'on voit derrière là? On voit Morges, là on voit les Alpes, on aperçoit le Mont Blanc, un petit peu caché, la tête dans les nuages. Mais oui, j'avais pas vu. Oh, fantastique. Ah attendez, regardez, ceux qui me voient, voilà, vous le voyez là peut-être, c'est quelque part, non je peux pas le montrer au stylo, si comme ça là, voilà, ah là, il y a le Mont Blanc juste derrière moi, entre nous deux, entre toi et moi, et écoute, c'est rare que je sois en setup à l'extérieur, mais je suis venu à ta rencontre, ça me tenait vraiment au cœur de venir te voir là, pas seulement parce que on parlait tout à l'heure de NutriPure, c'est notre partenaire à tous les deux, qui nous soutient dans nos projets sportifs. Toi tu disais c'est par rapport à la gamme sport et endurance, et puis santé surtout, parler de santé. Alors moi il est clair que la gamme elle est française, on pourra en dire plein de choses, mais c'est surtout la personne en fait. Moi c'est Gaëtan. C'est souvent l'humain moi qui m'amène, tu vois, vers des marques, vers des podcasts aussi. Et donc ce qui m'a amené à toi, c'est en partie Gaëtan, mais c'est surtout toi, parce que ton parcours à la fois en tant qu'endurance et dans la force, je trouve ça hyper intriguant, pas intéressant mais intriguant. Et comme je travaille avec École de Trail et qu'on prône sur tout ce qui est santé, sport santé, mais surtout progressivité, ce qui va être renfort, mobilité, etc. T'as quel âge toi? Je viens d'avoir 30 ans. Tu viens d'avoir 30 ans? Ouais. C'est-à-dire? Il y a quelques mois là. Quelques mois. De 1995. 95. Et donc t'es arrivé sur le sport. Tu vas nous raconter un peu comment. Là en fait aussi, ce qui m'amène surtout vers toi aussi, c'est quand même Guillaume. Un certain Guillaume Millet, parce que quand je m'intéresse à la science, je m'intéresse au sport santé et aussi à la progressivité, tous ces sujets-là, forcément, on veut des données, on veut des data, on veut de la science, et toi, il y a marqué sur ton t-shirt « Engineer », je l'ai bien prononcé. Oui, t'as bien prononcé. Engineer. Et donc tu es ingénieur en plus, il y a vraiment plein de choses que je vais explorer avec toi, et forcément... il y a une partie de ton parcours qui va nous inspirer, et puis ce que tu es en train d'intégrer en ce moment dans ta thèse, puisque tu es en train de finaliser une thèse, que tu présentes quand? On n'a pas de date, j'ai pas de date exactement de présentation, là ça va faire un petit peu moins de 2 ans que j'ai commencé la thèse. Ouais. L'année prochaine, j'aurai fait mes 3 ans de thèse. D'accord, et tu seras docteur? Pour ça, il faut que je présente, que je défende la thèse, qu'elle soit acceptée, mais oui, c'est l'idée. Ouais. Qu'est-ce qui t'anime dans l'idée d'être docteur, d'être PhD, d'être... Alors, c'était pas le fait d'être ou de devenir, mais je pense que c'était surtout ma curiosité d'en apprendre plus. Ouais.
Tu parlais de données, on parlait de corps humain avant en off. Je pense que je suis assez fasciné et intrigué par la façon dont le corps on peut se transformer, on peut se développer à travers le sport, juste déjà simplement la partie physique sans même toucher à tout l'aspect mental. C'est quelque chose qui m'a, je pense, toujours intrigué, le progrès. Ça vient d'où? Ça vient des dessins animés petits Mais c'est une bonne question. Je pense que ça doit être en contradiction avec une impression que j'ai d'être toujours la même personne depuis petit. Peut-être dans ma tête ou quoi que ce soit. Alors physiquement, je ne ressemble pas à celui que j'étais petit, mais je pense que j'ai cette impression de constance et du coup, peut-être que l'idée de transformation me fascine parce que ça vient un peu transcender cette idée que on est toujours la même version de nous-mêmes, mais finalement pas tant que ça, parce qu'on arrive aussi à, déjà juste au niveau physique, réaliser des choses qu'on n'aurait jamais pensé envisageables quelques années auparavant. Ouais, je vois de quoi tu parles. Tu sais, j'ai écouté j'ai écouté quelques-unes de tes conversations, notamment sur le podcast Extraterrien, qui est un autre point commun qu'on a tous les deux. Et je te posais cette question, d'où ça vient ce truc ancré en toi de notion de progrès, lié à notre génétique peut-être, lié à notre état d'esprit, rien de figé, mais pour autant on est toujours la même personne. Moi ça me ramène toujours à un dessin animé quand j'étais petit, c'était une fois la vie, avec toutes les petites cellules qui composent le corps et qui sont là, il y a tellement de choses dans notre corps. Alors moi ça reste un dessin animé pour toi, avec quelque chose de très Dailymotion Design, tu vois, et toi pour le coup c'est des choses qui sont très physique, mathématiques, c'est des données. Aujourd'hui, comment tu arrives à expliquer à moi, l'enfant de 5 ans qui a regardé « Il était une fois la vie, il était une fois l'espace, il était une fois l'histoire aussi », comment tu m'expliques à moi ce que toi tu es en train d'expérimenter, d'étudier aujourd'hui à 30 ans? Ok, alors j'imagine que tu parles de ma thèse. Ouais. Le sujet de ma thèse, c'est créer un algorithme qui permette de donner des recommandations pour les trail runners, ceux qui pratiquent le trail, et de faire en sorte que ces recommandations soient pertinentes et adaptées à leur profil en fonction des données qu'on reçoit d'eux. Donc, on reçoit d'eux? Ouais. C'est-à-dire, je pourrais te donner des recommandations basées seulement par rapport à ce que toi tu vas m'envoyer. C'est-à-dire qu'il y a Cyril. Ouais. Et il y a une partie toute petite de Cyril qui sont les données enregistrées qui vont nourrir l'algorithme. L'idée, c'est d'avoir des données qui sont fiables, pas forcément le plus possible parce que tu en as plein qui seront pas nécessaires. Puis il y a plein de données qui ne sont actuellement pas disponibles. Mais c'est d'avoir les informations actuellement disponible pour faire en sorte que ce qu'on te propose comme entraînement soit le mieux en fonction des données de ce qu'on a pu enregistrer de tes activités ou de ton contexte de vie. Donc par exemple aujourd'hui si tu portes une montre, tu auras des données contextuelles qui ne sont pas des données d'entraînement mais qui vont nous donner par exemple une estimation de la qualité de ton sommeil, de tes cycles, tes nombres de pas par exemple, parce que ça va être, on va pas vouloir te donner les mêmes recommandations en fonction de si tu es toute la journée dehors pour ton boulot et que c'est une activité physique, ou si comme moi tu es quelqu'un de sédentaire au travail et qui passe la majorité de ton temps sur une chaise. D'ailleurs c'est pour ça que je t'ai proposé de faire le podcast à l'extérieur. Cyril a dit quel bazar il me faut dans mon podcast, mais maintenant avec une belle météo, c'est vrai que c'est appréciable. Ouais, on est vénère. Il faut provoquer la chance en fait. Ouais, et tu l'as provoqué. J'ai fait une sorte de triangle en t'écoutant dans ma tête. J'ai un peu noté, mais il y a mes données intrinsèques, ce qui me compose, que je suis.
Il y a la façon dont je gère mes activités, alors sportives, plutôt dynamiques on va dire, et puis après il y a tout ce qui enrobe tout ça, mon environnement, la façon dont je vis, je bouge, et on pourra ajouter sans doute d'autres données, mais peut-être aussi le fait d'avoir des enfants, de ne pas avoir des enfants, le fait d'avoir la charge mentale ou pas par rapport à son travail, et toi tu nous proposes en fonction de toutes ces données un algorithme qui nous permet de structurer notre entraînement, notre préparation Ouais, sur c'est un ça. objectif. Exactement. Donc ça, c'est mon projet. C'est ton projet. Et tu vas chercher les données des personnes, d'athlètes professionnels, amateurs. Donc la première chose qu'on a faite, c'était définir, en tout cas essayer de comprendre quelles étaient les meilleures pratiques du coaching, de la planification, de la programmation d'entraînement. Pour ça, on est allé contacter les coachs des athlètes élites en trail. Élite. Oui, c'est ça. Et on a fait une longue étude avec eux où on leur a posé plein de questions en plusieurs étapes. L'idée, c'était d'essayer de comprendre un peu comment ils travaillaient, qu'est-ce qu'on pouvait en extraire pour notre algorithme. Parce que un algorithme, ça va pas être comme un coach qui va peut-être avoir beaucoup plus de contact avec son athlète. Il va pouvoir avoir des conversations ou bien en live ou bien en visio, mais du coup il y aura par exemple parmi les données que nous on peut pas capter, ça va être des conversations avec du non visuel. Il y a plein de choses que le coach a accès auxquelles nous on n'a pas avec un algorithme qui est une méthode automatisée en fait. Malgré tout, l'idée c'était de leur expérience, de toutes les compétences qu'ils ont pu développer de par leur métier de coach et au contact des athlètes élites, qu'est-ce que nous on pouvait comprendre et adapter pour l'algorithme. Et parmi ces coachs, tu as envie d'en remercier un ou deux en particulier? Puisque là, on parle déjà de tes données quantitatives, mais après, j'imagine aussi que tu as des relations qualitatives avec certaines personnes. Je pense à ces coachs-là, tu as envie d'en remercier qui en particulier? On en a 40, donc afin d'être impartial et de pas faire de favoritisme, on va tous les remercier. Déjà, on les a tous remerciés chaleureusement à maintes reprises pour leur contribution. Oui, parce que avec mes encadrants de thèse, je suis pas c'est ma thèse, mais évidemment il y a mon directeur et mes encadrants qui m'accompagnent dans ce travail. Donc on les a remerciés à maintes reprises. Et qui est ton directeur? C'est Guillaume Millet. Donc c'est lui qui dirige ta thèse. Exactement. Et avec lui, enfin du moins dans les encadrants, tu penses à qui? Mathias Guéry. D'accord, oui. Et puis il y a Marlène de Salomon, Alix de Salomon. Il y a en fait on est dans un projet, on est toujours nombreux. Et évidemment, souvent à travers la science, des fois on se rappelle que d'un ou deux contributeurs, mais c'est toujours un travail d'équipe et je suis très heureux de travailler avec eux. C'est toi qui pilotes cette équipe? Je dirais qu'on travaille main dans la main. C'est-à-dire que oui, je vais l'idée sur certaines choses, mais ils vont avoir aussi des idées qui vont faire que je pense qu'eux aussi on peut considérer que c'est des pilotes. Ouais, d'accord. Copilote. Ouais. C'est pas des passagers en tout cas. Non, tout le monde est actif. Tout le monde est actif. D'accord. C'est Salomon qui finance la thèse. Exactement. Ça te permet de te financer toi aussi d'ailleurs, ce genre de thèse, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors je suis rémunéré pour cette thèse, oui. C'est mon métier. C'est une profession, ouais. T'es chercheur, donc t'es rémunéré en tant que chercheur dans le cadre de l'école, enfin de l'université, C'est ça. D'accord. Et t'es à quelle université? L'université de Jean Monnet, celle de Saint-Étienne, l'UJM. D'accord, donc t'es rattaché à l'université de Saint-Étienne. C'est ça, exactement. D'accord. T'es salarié? Ouais. D'accord. C'est tout un écosystème avec... c'est quoi la vocation d'ailleurs de tout ça en fait? De toutes ces structures, parce que là il y a ta thèse à toi. Il y a les conclusions on va revenir dessus, mais finalement c'est quoi pour comprendre un peu cet univers de l'université, de la recherche, pour dire les chercheurs ils recherchent, tu sais, un peu comme Jean-Yann, le chercheur cherche et puis il y a le con qui avance plus. Donc en gros évidemment je suis très content de commencer finalement cette conversation par ce sujet-là, parce que ça prend énormément de temps, j'imagine, et quand je prends le temps, c'est dans ta tête, même quand tu es dans le sport, même quand tu es au restaurant, j'imagine que tu penses tout le temps à ça. Donc ça doit être plus que 35 heures par semaine de charge mentale. Mais ça sert à quoi en fait tout ça?
Bah là, moi, ce qui m'anime dans ce projet, c'est que finalement, c'est pas simplement une recherche théorique. Ouais. C'est directement créer une solution concrète, une application de nos recherches pour essayer de guider l'athlète de trail dans sa pratique. Peu importe son niveau, qui commence la pratique, qu'il ait plusieurs années d'expérience derrière lui. Il y a vraiment un aspect interventionniste, quoi. Comment on fait pour essayer d'apprendre et idéalement de l'aider, en fait, c'est créer une valeur, qui peut être lui qui sache comment s'entraîner, mais aussi par exemple qui comprenne le pourquoi on va proposer cette recommandation, qui commence à se renseigner. Je pense que c'est un peu c'est vraiment une sorte d'accompagnement, quoi. D'accord. Quand tu as l'idée de cette thèse, tu as déjà l'idée de la solution, tu as déjà la finalité, c'est-à-dire dire on va développer une application pour les personnes, pour les aider à. Alors j'avais le but en tête, Après évidemment j'avais pas du tout la solution en tête enfin c'est un travail sans fin parce que tu peux optimiser tellement de choses, intégrer tellement de nouvelles données, essayer d'anticiper ce qui va se faire que évidemment j'ai pas la solution en tête, mais oui, par contre la finalité je l'avais en tête. D'accord. Et pourquoi c'est Salomon qui dit oui à ton projet alors qu'on pourrait imaginer une solution je sais pas, il y a Alpi Training, puisqu'on est en Suisse, Alpi Training qui propose des plans d'entraînement, tu vas me dire ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de faire, ou toutes les apps, les solutions intégrées dans Garmin, etc. Est-ce que je suis loin de du produit qui va sortir à la fin, ou comment tu matérialises finalement ce que toi tu as dans ton idée? Ok, alors déjà, moi je vais pas créer le produit, en tout cas s'il y a un produit qui sort, je dis bien si, parce que pour ça, il faut qu'il y ait un algorithme qui marche bien. Mais derrière, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui ont des compétences en développement, qui enrobent cet algorithme dans une application. Parce que moi, du coup, je travaille sur le moteur, si tu veux. Mais derrière, il faut toute la structure pour que ça en devienne une application qui soit disponible, par exemple, sur les téléphones ou quoi que ce soit. Et ça, c'est clairement hors de mes compétences. Moi, c'est vraiment le code, coder ligne par ligne l'algorithme qui fasse ses recommandations. Ça, c'était la première chose. Et pourquoi Salomon alors qu'il existe d'autres applications? Jusqu'à maintenant, il n'y a pas énormément d'applications qui recommandent dans le trail. Il y avait pas mal en course à pied. Tu trouves des plans automatisés pour le 10 km, le semi, le marathon, mais il n'y avait pas grand-chose pour le trail. Et ensuite, par rapport à ce qui existait, je pense qu'on voulait faire aussi quelque chose d'un petit peu différent, qui utilise l'intelligence artificielle, parce que moi c'est mon background, enfin c'est le cursus que j'ai suivi en école d'ingénieur. Petite parenthèse, depuis combien de temps? Alors j'ai fini mes études d'ingénieur en 2020. 2020. Et tu parles d'intelligence artificielle bien avant 2020, toi? Parce qu'en fait, depuis 2-3 ans, 2 ans, ça y est, c'est devenu le motard à la mode, on va dire. Mais finalement, ce qu'on a mis un mot aujourd'hui généraliste, mais alors qu'en fait, on parle de données avant, on parle de data, comment exploiter ces données. Donc toi, tu étais déjà un homme qui intègre l'intelligence artificielle dans ses réflexions. Qui essayait en tout cas. Qui essaye. D'accord. Donc en fait, toi, ça fait longtemps que tu es déjà sur ces sujets-là, quoi. Oui. J'ai eu un cursus très scientifique après le lycée, très maths, physique, info. C'est quelque chose j'aime bien les problèmes, surtout ceux qui sont durs, ceux dans lesquels je galère, que ça soit dans le sport ou ceux dans la tête. Et du coup, c'est pour ça que j'avais suivi ces matières et que je me suis retrouvé avec ce cursus actuel. Oui. Alors, justement, si vous voulez en savoir plus sur qu'est-ce qui fait que comment
un petit gars arrive à devenir ce qu'il est aujourd'hui, on va pas faire un podcast là-dessus parce qu'en fait, peut-être que je t'inviterai d'ailleurs sur le podcast Champion de ma vie, où là c'est plus le parcours, le côté inspirationnel, et qui fait que finalement là où tu es aujourd'hui, il y a tout un parcours, un processus et comprendre tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de rester sur ces sujets-là parce que finalement c'est ton actu, tu vas m'expliquer après pour que toutes tes blessures sur tes mains, etc. C'est ça, d'autres choses sans doute, c'est pas lié à ce que derrière ton bureau, à toutes tes analyses, mais et donc oui, vous pouvez écouter Barthélémy et donc Thomas sur Extraterrien. Tu as enregistré il y a quoi, 3-4 mois à peu près, non? Ouais, ça va être comme ça. Et donc là, en fait, c'était un beau, c'est bien, c'était émouvant même. Et Bart, il sait faire, il laisse poser les choses et puis on sent qu'il y a vraiment dans ton parcours, au-delà de l'ingénierie, de la compréhension, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sensationnel et c'est ce qui me faisait vibrer en venant à ta rencontre. C'est ce côté un peu, je reviens un petit peu quand j'étais gamin, tu vois, le même dessin animé finalement était, il y a un moment donné, il y en a un épisode qui m'a extrêmement marqué, c'était plutôt, je crois que c'était une folle histoire, avec Léonard de Vinci. Et comment un bonhomme comme ça peut intégrer autant de sciences, de connaissances, d'expérimentation, d'art, de culture, etc. Comment un être humain peut intégrer autant de choses. Et toi, on sent qu'il y a un peu cette quête-là d'aller intégrer cérébralement, physiquement, physiologiquement, et puis d'un point de vue expérimental, tout ce que la nature et tout ce que ton environnement peut te proposer pour devenir une meilleure version de toi-même. Je résume? Tu résumes bien, je pense. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus? Ouais, je pense que tu as fait le tour. C'est vrai que j'ai cette appétence à... cette appétence à essayer de toucher un peu à tout. Oui. Toucher à tout. Et ne pas se perdre. Alors, tu te perds dans le processus. Mais je pense que c'est là où tu apprends le plus, justement. J'aime beaucoup me perdre, j'aime beaucoup attaquer des challenges qui me font douter, dont je ne suis pas sûr d'aller au bout. Ceux qui sont particulièrement difficiles, en fait, je les envisage un peu comme un chaos. Ouais. Et je sais que peut-être je vais y rester un moment dans le chaos, mais une fois que j'en sortirai, j'aurai acquis pas mal de nouvelles compréhensions sur moi, Ouais. des clés. Peut-être que je n'attendais pas celles que je cherchais, mais justement, je pense que c'est ça qui est chouette dans l'expérimentation, c'est que on trouve rarement ce qu'on est venu chercher. Mais on trouve d'autres choses, et en fait, ça nous ouvre à d'autres univers. Tu as un exemple de ça? Parce qu'en fait, quand on imagine un ingénieur, il a un objectif, il a un processus, et après une chronologie, enfin voilà, tout un cheminement tout à fait logique pour arriver à son résultat. Et là, tu dis complètement l'inverse, en fait. Tu as un exemple de ça, comme ça, spontanément, sport, études C'est une bonne question. Par exemple, je pourrais prendre la préadolescence. J'avais horreur de l'école. J'ai rien contre l'école, hein, mais ma façon de la vivre, j'avais beaucoup de mal à rester concentré, assis pendant des heures en classe. En fait, je l'ai subi pendant longtemps, et quand je te dis la préadolescence, c'est à peu près cette période où j'ai décidé de prendre le contre-pied et de me dire que tout ce qui était difficile, ça serait bien justement de s'y mettre, de ne pas être réticent, mais à l'inverse de se jeter dans ce qui me décourageait, ce qui me donnait pas envie, parce qu'il y avait sûrement quelque chose à en tirer. Et quand je te dis quelque chose à en tirer, c'est que je savais pas forcément quoi déjà à ce moment-là. Et c'est ce que j'ai fait avec l'école. En fait, je me suis dit, au lieu de la subir, parce qu'il te reste encore des années, surtout si tu veux, je savais pas forcément ce que je voulais faire comme métier. Et du coup, je partais dans l'idée d'avoir un cursus assez généraliste qui me garde le maximum de portes ouvertes. Et je me suis dit, au lieu de subir ces années, essaye de te concentrer, peut-être 5 minutes, 10 minutes, de voir ce qu'il y a d'intéressant, et de profiter, en fait. Apprends à aimer ce que tu n'aimes pas pour l'instant. Et je pense que après ces années d'école, où justement je suis passé de quelqu'un qui était tout le temps... J'étais pas du tout un élément perturbateur, j'étais quelqu'un de plutôt très rêveur, tout le temps dans ma tête, pas trop à écouter.
Et je suis passé de ça à quelqu'un qui était de plus en plus concentré, en tout cas qui essayait. Et en fait, là, je pense que le résultat de cette expérience, dont je ne savais pas ce qu'allait être l'issue, ça a été une confiance en moi. Je pense que ça a été la première chose. Et c'est pareil avec le sport. Je m'étais mis à cette période à faire une série max de traction et de pompe à la maison. Je m'étais acheté une petite barre de traction télescopique là, que j'avais glissée entre les murs, qui ont fissuré d'ailleurs les murs de ma maison, pardon papa et maman. Et en fait, le simple fait de faire cette série max tous les soirs pendant plusieurs années, c'est quelque chose qui m'a en fait donné la confiance. La première confiance, j'imagine, c'est celle de la discipline, le fait de voir que tu peux t'atteler à quelque chose et t'y tenir sur la durée. Ouais. Donc ça, tu me demandais un exemple, c'est ça finalement. Ouais. C'est quand tu commences en tout cas moi, je me suis investi dans 2 choses. Je savais pas trop ce qui allait en sortir et finalement, cette confiance, je pense qu'elle est très précieuse, quoi, parce qu'elle te permet ensuite d'entreprendre plein d'autres choses dans ta vie. Ça se découle sur mêler une autre chose par rapport aux 2 petits domaines sur lesquels tu as fait tes expériences. T'es passé du stade rêveur, plein de doutes sur toi, à quelqu'un qui est déterminé et qui a confiance en lui. Je sais pas si j'avais plein de doutes, mais je pense que j'étais pas aussi confiant que ce que j'ai été ensuite des années après. Ouais. Parce que là aujourd'hui, si on veut exciter les réseaux sociaux et 90% des gens, il y a juste à regarder ta page Instagram et on n'a pas l'impression que c'est le mec qui est en train de parler au micro là. Parce qu'on voit quoi? On voit un mec bien... Alors là, pour le coup, excuse-moi, un mec bien galbé, qui est bien déterminé, qui est le premier, ou en tout cas pas loin d'être le premier quand c'est pas le premier, et qui, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus. En plus, oui, très suivi, jalousé peut-être, il peut envier. Questionner, douter. Les autres, pour le coup, c'est plutôt les autres qui doutent sur ce que tu fais, sur la façon dont tu peux le faire. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. C'est ça qui me laisse rêveur, moi, pour le coup, tu vois, je reviens le petit enfant rêveur. Comment tu parlais de transformation, de progrès, de développement. Alors oui, entre l'adolescent de 12-14 ans à l'homme que tu es devenu à 30 ans, il s'est pas passé qu'une année, c'est passé quand même une demi-existence, on va dire qu'une première partie de ton existence et une deuxième partie de ton existence de transformation. Donc ça se fait pas d'un claquement de doigts. Mais en fait, on a l'impression en regardant, je sais pas toi ton avis là-dessus, en regardant les réseaux, en regardant toi en tant que spectateur, on a l'impression que tout va très vite et que du coup tout est facile. Or toi, tout ce que tu nous dis, c'est là de ce que j'entends en tout cas, pour passer d'un stade à un autre, il a fallu chercher. Et puis là en plus maintenant avec toutes les études que tu fais, les études au sens large, ça demande beaucoup de concentration, de détermination, de discipline. Quel est ton regard aujourd'hui sur ça, sur tout ça en fait, sur cette facilité, l'accessibilité, la facilité, les intelligences artificielles qui rendent les choses faciles aussi. Un regard sur ça toi aujourd'hui? Voilà, la question est très large. Ouais, très large. Je pense que quand tu dis tout va très vite, peut-être une des choses que j'aime beaucoup rappeler justement à travers le contenu, c'est un petit pas après l'autre, répéter pendant des milliers d'itérations. En fait, ça fait des super résultats, quoi. Et moi, ma solution, elle est pas... Quand justement je passe beaucoup de temps généralement à répondre, que ce soit aux messages, aux commentaires, à encourager les gens et à leur rappeler que, en fait, par exemple, moi, tu parlais de développement sportif, j'ai commencé en 2016 à très haut volume d'entraînement, je me suis un peu cassé les dents. Après, j'ai réglé 2-3 choses, mais j'ai quand même maintenu un haut volume pendant des années jusqu'à aujourd'hui. Donc, on est à maintenant plus de 9 ans d'entraînement à haut volume et haute intensité, mené de façon un petit peu plus intelligente que quand j'ai commencé en 2016, donc avec moins d'erreurs, en tout cas je l'espère. Et en fait, ça paye plutôt bien par rapport aux objectifs qu'on peut se fixer. Ouais. Mais c'est vrai que dire ça aux gens, ça peut les décourager parce que moi je donne pas une solution miracle et j'en ai jamais donné.
je donne la solution du labeur, parce qu'en fait, ça a été, pour moi, ça a été ma seule issue. J'ai souvent galéré dans ce que je faisais. Là, on parlait de l'école, ensuite on parle du sport. Je suis quelqu'un qui est un peu lent à progresser dans tout. J'ai peut-être une qualité quand j'étais gamin que j'ai dû garder, mais c'est pas quelque chose que je pratique justement parce que je galère pas dedans. C'est c'est l'explosivité, le sprint. Quand j'étais petit dans la cour de récré, j'étais à l'aise, mais physiquement c'était la seule chose. Tout le reste, l'endurance, la dextérité, peu importe, la technique, j'ai jamais été particulièrement bon, pour ne pas dire mauvais, et en plus je mets du temps à progresser. Mais en fait c'est ça qui m'intéresse. C'est tout à l'heure je disais j'aime bien les problèmes difficiles qui mettent du temps à être résolus, parce que c'est là-dedans que j'apprends. Donc moi je suis un peu l'antithèse de tout ce qui va vite. Je suis un peu celui qui prend son temps mais qui le fait sans jamais s'arrêter, quoi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que, comme tu le dis, le planning est chargé, parce qu'en fait, comme il me faut beaucoup de temps à chaque fois pour faire tous les petits projets dans lesquels je dois avancer, progresser ou quoi que ce soit, c'est sûr que les journées sont vite remplies et je peux pas, en tout cas, je suis quelqu'un qui peut pas juste passer 1 ou 2 heures à faire 2-3 tâches et puis tout est fini. Au contraire, je suis quelqu'un qui galère, mais qui pense que qui estime que c'est justement en fait sa meilleure qualité, c'est d'être constamment en train de ramer. En difficulté. Ouais. Le galérien, il est en difficulté, il rame. Le labeur, lenteur, et puis tu parlais d'itérer, tester, et puis voir ce qui va se passer. Et puis à un moment donné, tu arrives quand même à dire, bah là, à force d'itérer, la voie c'est bien celle-ci. Je l'ai trouvée, et là tu arrives à te concentrer sur ce que tu es en train de creuser pour pas t'éparpiller. Parce que justement, ça c'est peut-être on parle du monde qui va vite, mais je parle peut-être d'un monde qui zappe, qui va un peu dans une multidirection. Parce que tu nous le dis un petit peu, si quelque part quand tu cherches, t'as pas forcément une voie toute tracée et tu vas explorer. Mais à partir du moment où tu trouves l'angle, la pierre angulaire, comment tu arrives à te focus là-dessus? Si c'est un problème que tu cherches à résoudre depuis des années, que ce soit dans le sport ou on parlait de la science ou peu importe, généralement à partir du moment où tu commences à entrevoir un bout de solution, tu t'y accroches de façon intuitive, quoi, parce que ça fait un moment que tu rames, t'as peut-être aussi envie d'aboutir au projet. Mais je suis d'accord que comme il y a généralement on est tous sur différents plans qui sont, on parle du sport, on parle du boulot, on parle des moments sociaux, des moments en famille. Une des difficultés, c'est de réussir à mener tout de front. Et moi, j'ai jamais eu la solution à ça, c'est-à-dire que j'ai jamais réussi à tout mener bien comme je le voulais. Je suis toujours insatisfait parce que j'ai pas réussi à faire les entraînements la totalité des entraînements que je m'étais planifié. Au niveau du boulot, j'aurais voulu continuer ça, avancer ça plus vite. Enfin, c'est une difficulté permanente de réussir à tout faire. Et je pense que là-dessus, je suis clairement perfectible aussi. Ça va être encore. Moi, à 30 ans, tu as encore pas mal d'années pour pouvoir t'améliorer. Mais tu as quand même déjà pas mal de belles réussites. D'ailleurs, à 30 ans, donc il y a quelques mois, quelques semaines, c'était quoi qui te rendait le plus heureux? Ou fier? Je vais pouvoir le partager bientôt, mais pour l'instant, c'est encore confidentiel. Mais quand tu as soufflé les bougies, quelque chose que tu dis, là, je suis fier de ce que j'ai fait ou... hormis ce à quoi tu penses. Hormis ce à quoi je pense... On n'est pas dans le sport, dans ce à quoi tu penses. Ouais, on n'est pas dans le sport. D'accord. Mais d'ailleurs, en fait, finalement, on sera rarement dans le sport, dans le sens où le sport, pour moi, ça n'a jamais été une fin en soi, c'est plutôt un prétexte, c'est un moyen de me mettre en difficulté comme je le fais à travers les problèmes à résoudre et tout ça. C'est un investissement à galère où pareil, j'entreprends des challenges qui me paraissent insurmontables de prime abord et du coup qui me motivent.
Parce que généralement, à l'inverse, quand chaque fois que j'entrevois et que je qualifie, je mets l'étiquette facile ou qui me paraissent atteignables, en fait, je suis quelqu'un qui, de la façon dont je me suis branché avec ces années, qui perd tout de suite intérêt. Si je sais que c'est quelque chose que je peux faire, pour moi, du coup, c'est pas un challenge, c'est pas stimulant, ça veut dire qu'il y a une marge d'apprentissage très très faible, et du coup, je vais pas me diriger vers ça. Mais du coup, pour revenir à ce que tu disais, quand j'ai soufflé mes bougies, qu'est-ce qui me rendait le plus fier dans le sport? Bon, ça serait peut-être une synthèse, c'est de réussir un peu à combiner tout, jouer à la fois, enfin, essayer d'avoir une pratique santé, parce que moi, mon but à terme, c'est quand même de pouvoir courir et jouer avec mes petits-enfants. Et j'espère que j'en aurai. Et aussi jouer sur le niveau performance et essayer de combiner les deux, parce que en fait, c'est pas les deux sont pas toujours compatibles, et moi mon but c'est de rendre les deux le plus compatible possible, d'essayer de faire en sorte de construire le chemin pour la longévité tout en essayant de progresser et d'atteindre un niveau que je qualifierais de performant, quoi. Ouais. Parce que j'ai rien dit pour l'instant ni de fois d'ailleurs sur ce sujet-là, mais t'as quand même c'est ton humilité qui fait que tu parles pas de tes trophées, tes victoires, tes succès. C'est quoi? T'as répondu en partie, tu dis que c'est pas la finalité, d'accord, mais c'est par rapport à toi quand même. T'as pas de, tu sais, des personnes qui rêvent de finir un UTMB, si on est dans l'endurance, qui veulent faire un podium peut-être sur les championnats d'Europe ou du monde d'Irox, aller pour être dans ta discipline ou ton actuel en tout cas. Qu'est-ce qui fait que toi t'en parles pas, ou du moins ça véritablement profondément ça n'a pas d'utilité ou d'importance? Peut-être, comme tu dis, comme c'est pas une finalité, je les vois comme des étapes. Et du coup, ça me... je sais pas si je suis humble, mais peut-être je suis insatisfait. C'est-à-dire que je veux toujours continuer. En fait, tant qu'on est vivant, pour moi, le jeu de progrès n'a pas de fin. Et je suis très content de ce que j'ai fait. Ouais. Donc, quand je dis insatisfait, je veux quand même dire que je ressens de la gratitude par rapport au fait de pouvoir bouger, être en bonne santé, dans un corps sans douleur, tout en faisant tout ce que je fais. Au niveau, donc ça, c'est toi qui parles, ou c'est t'as des biais liés aux personnes que t'as rencontrées ces 5, 6, 7, 8 dernières années, pour parler pas que de Guillaume quand même, mais c'est très imbibé ton discours de ce que des gens que tu as rencontrés on dirait. Ou non, c'est fondamentalement comme ça que t'es? Je pense que évidemment, il a été créé au contact des personnes que j'ai côtoyées. Je pense que ça vient de tout petit plutôt, je dirais. Je pense que c'est... j'ai été très proche de mes grands-parents, de mes parents, de mes sœurs. Mes grands-parents, je les ai vus en étant âgés, donc je pense avec un niveau physique peut-être un peu amoindri. Mes parents m'ont eu plus tard que mes grandes sœurs, donc eux ils étaient un petit peu aussi âgés. Je pense que j'ai rapidement perçu leur vulnérabilité au niveau physique. Au niveau des problèmes de santé qu'ils ont pu avoir, qui sont liés à leur âge ou à leurs conditions, à leur génétique, peu importe. Et je pense que ça a éveillé en moi une petite part d'inquiétude, et aussi une volonté d'essayer de à mon tour être l'adulte qui sera mentalement et physiquement résilient. Et du coup, invulnérable. Alors, pas invulnérable, parce que j'ai totalement conscience de notre statut mortel et fragile en tant qu'être humain. Tout à l'heure, on parlait en off de la bio, de ce qui me fascinait, de ce miracle de la vie, en fait, mais qui en même temps
très très fragile, hein, que ça soit à notre petite échelle d'individu ou même de la vie sur Terre. Je ne souhaite pas être invulnérable, mais par contre, résilient, ouais. D'accord. L'alternative à la fragilité de l'être, la vulnérabilité de notre intérieur, de nous en fait, et la finitude de la vie, fait que toi, la variable que tu as mis en face, c'est la résilience. Peut-être, ouais. Ou d'autres qui viennent à l'esprit. J'ai envie d'ajouter... Je parle souvent du chêne, j'aime bien la figure du chêne, mais j'aime bien aussi celle du roseau. Ouais. Donc peut-être la souplesse, on pourrait l'ajouter à la résilience. Une sorte de flexibilité, ouais. Ouais. Et ça, tu le trouves... Et le sport est un conducteur pour ça. Ouais, c'est un moyen, exactement. Ouais. Exactement. Là, je vais laisser les mouettes là-dessus. Elle les fait rire, elle. Elles peuvent se moquer, il y a de quoi. Qu'est-ce qu'ils sont en train de se raconter, ces deux? Ils sont cafés, quoi, là? On pensait qu'ils allaient parler de médailles, qu'ils allaient parler de performance, de nutrition, de trou, enfin, bon, voilà. Ou de faux nombre de followers, ce genre de choses. Finalement, tout ça, ça a peu d'importance. Ce que je suis en train de dire, au regard de ce que tu es en train de me dire là, la résilience, la vie, quoi, en fait. La vie. Oui, tu parles, la vie qui t'intrigue, qui te quoi encore? Le miracle de la vie? Ouais, de la vie, du développement, des développements humains, des différents stades de la vie. On parlait de petits enfants, de l'âge, je pense toute la transformation qu'elle ait lieu à travers le temps ou à travers les stimuli du sport. Ouais, c'est quelque chose qui... Pourquoi les gens n'avaient pas autre chose? Ça aurait pu être l'art, ça aurait pu être une expression artistique. Justement, parce que là-dedans, je suis moins en difficulté. Pour tout ce qui est créativité, par exemple, oui. En tout cas petit, je dessinais beaucoup, je faisais un petit peu de musique. Le sport, par contre, c'était l'effort était, je le voyais un peu comme une contrainte, sauf si c'était intégré dans du jeu. Ah, d'accord. Dans le jeu, avec les copains, les cache-cache, les courses-poursuites, ça j'aimais beaucoup. Dans les champs de maïs du voisin, on a essayé de casser aucun maïs. C'était où, fait? Près de Chambéry. Près de Chambéry. Côté campagne. D'accord. Voilà. Donc, au contact de la nature. Ah. Et mais voilà, à part dans ce cadre spécifique du jeu, que je retrouve aujourd'hui beaucoup avec mes neveux et nièces, j'adore jouer avec eux, je parlais des petits enfants, je pense que j'ai toujours gardé un peu cette âme d'enfant à jouer, à courir, à échanger. Mais du coup, à part en dehors de ce prisme-là, l'activité physique, l'effort, c'était quand même vécu comme une contrainte. Et du coup, de nouveau, chemin de la plus grande difficulté. Ça j'ai du mal, je vais dedans. Ça va être un bon moyen d'apprendre, de me développer, de gagner en résilience. Ouais. T'as fait, allez, j'arrête après là-dessus, mais t'as fait ingénieur, là tu fais une thèse, une recherche, t'es chercheur. T'aurais pas pu être philosophe? Je pense que j'aurais pu, parce que j'ai beaucoup aimé là où certains de mes copains ou de mes camarades ont pu lâcher en cours de philosophie. Ouais. Moi, c'est que ça faisait clairement écho, en fait. Je voyais plein d'apprentissages ultra intéressants dans certains partages de philosophes ou de penseurs, peu importe. Ouais. Et je trouvais ça super chouette que... on ait gardé trace en fait de ces réflexions au fur et à mesure des siècles et qu'il y a des réflexions qui ont été faites il y a des milliers d'années et qui étaient totalement pertinents aujourd'hui. Pour moi, ça c'est un catalyseur aussi de développement, quoi, de pouvoir se nourrir de l'expérience de nos aînés pour pouvoir peut-être nous partager ça à nos enfants ou nourrir de nos propres réflexions. Je trouve ça super intéressant.
Quand je te vois, je t'écoute, alors c'est super prétentieux pour toi de te le dire comme ça, mais tu sais, tu me fais penser, parce qu'on est dans l'Antiquité là, mais je vois ces statues, tu vois, qui incarnaient un petit peu l'homme physiquement. Bah tiens, puisqu'en plus on est pas loin de Lausanne, juste à côté, il y a le temple du sport, hein, le CIO, c'est ça, hein, c'est là. Hein. Donc en fait, ce qu'incarne en Grèce, en Antiquité, l'olympisme en fait, avec la composante physique, mais aussi le mental, la recherche, en fait, finalement, le sport n'est qu'un prétexte une fois de plus pour être un homme amélioré, augmenté, un homme parfait, un homme comme vous voulez finalement. Est-ce que c'est pas cette quête-là en fait, parce que physiquement, bah oui, il y a qu'à te voir sur les réseaux, forcément, tu as un corps qui vise peut-être est-ce que tu vises la perfection au niveau corporel? Je sais pas. Est-ce que tu vises une perfection, puisque tu parles de résilience, etc., et de s'améliorer, tu parles aussi de développement. Est-ce que tu auras assez d'une vie pour ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce que ça te plaît l'idée finalement d'être quelqu'un qui peut incarner tout ça? Sans prétention, mais finalement, est-ce que c'est pas la réalité, quoi? C'est une bonne question. J'ai l'impression que je pourrais jamais incarner, dans le sens où de toute façon, pour moi, c'est toujours un processus de développement. Ouais. C'est comme s'il n'y avait pas de statut. Il y avait statut avec un T, pas de niveau. Ouais, c'est ça. C'était pas figé. C'était simplement un mouvement permanent. Enfin, permanent, si je souhaite le continuer. Ouais. Mais sans fin. Alors, comme tu disais, il y aura jamais d'assez d'une vie pour ça, parce que déjà mes journées sont trop courtes. 24 heures dans la journée, ça passe beaucoup trop rapidement. Ouais. J'ai toujours été d'ailleurs frustré, je pense, par le manque de temps. Mais oui, je pense que j'ai. En fait, je dirais juste que j'ai une appétence un peu à apprendre, à me confronter à des obstacles, à essayer de chercher à m'améliorer sur certains points. Ouais. Et j'adore particulièrement être nul. Parce que c'est souvent là, être nul et galérer, si tu prends la combinaison des deux, c'est là où tu as la plus longue durée de quête. Ouais. Parce que tu pars du niveau 0, donc tu as la plus belle marge de progression à faire. Et en plus, tu galères, donc ton niveau de progression est particulièrement bas, et ce qui fait qu'il va te falloir vraiment... en fait, ouais, c'est ça. Je te parle de quête. Ça a toujours été un peu ça. Je conçois ça comme des aventures où tu pars à l'inconnu avec ton baluchon. T'es pas très bien équipé, et puis tu vas être confronté à tout, l'environnement, la météo qui est parfois peu clémente, et il va falloir que tu apprennes par toi-même à te débrouiller dans cet environnement. C'est ce qui est au début en fait juste une obscurité totale, et puis ta vue va commencer à percevoir certaines choses, ton toucher aussi. En fait, c'est simplement toi qui évolue dans un nouvel univers et qui commence à apprendre, et je trouve ça de nouveau fascinant, quoi. Dans cette bulle-là, il y a une musique qui t'inspire, un film, un livre? Très bonne question. J'adore... j'écoute énormément de musique. Et d'ailleurs, souvent des musiques d'aventure ou un peu de quête, comme tu dis. Donc, j'ai pas de livre ou de titre de musique comme ça qui me viennent à l'esprit, mais... Genre 1492, Christophe Colomb, la musique de Vangelis, tu sais, au départ de l'ITLB, par exemple, ça pourrait être le genre de musique qui peut être... Par exemple, ouais. Hans Zimmer, non, c'est ça, c'est le genre de musique? Hans Zimmer, j'aimais beaucoup... pas un truc très très classique, mais que j'aime, c'est Pirates des Caraïbes, par exemple, quoi. Le bateau derrière toi. Qui ressemble à un bateau de pirates. T'es plutôt qui, tiens, Jack Sparrow, ou t'es qui comme personnage dans le film? C'est une bonne question. Jack, il fait quand même beaucoup pour pas dire un grand mot, de bêtises, donc je pense pas que je suis non plus Jack, mais c'est difficile à dire parce qu'il n'y a pas énormément de personnes qui font pas de trahison dans ce film. Il y a peu de personnes honorables. T'es trop juste ou trop honnête pour ça? En tout cas, j'essaye. Sincère. Je me sentirais très coupable d'être un... Ouais, vas-y, dis. Et non, mais quand tu dis ça, justement, alors je saute dans ton univers qui fait de
de force, d'endurance aussi. Mais puisque la question t'a été posée par Bart, et ça finit par ça d'ailleurs, moi je vais te la poser directement. Ça te fait quoi de savoir que les gens peuvent te mettre en conflit entre ce que tu es toi, une personne intègre, je vais prendre un autre terme, et ce que les gens peuvent percevoir dans cette discipline ou la façon dont tu vas exprimer la performance à des seuils où c'est pas concevable pour les gens, quoi, en fait. Donc on se dit forcément, c'est pas naturel, c'est pas normal. Et il y a des paradoxes, des stratégies autres, donc des raccourcis en gros. Et toi, tout ce que tu dis avant, juste avant, c'est que non, il n'y a pas de raccourci, quoi. C'est à un moment donné, il y a de la lumière dans cette quête, et là, quand ça commence, il y a un point de bascule, un pivot, en fait. Et ben, le pivot pour plein d'autres, ça va être un truc artificiel, quoi. Je pense que ça, tu me demandais qu'est-ce que ça réveille chez moi. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il peut y avoir de la tristesse parce que du coup je me dis mince, ces personnes elles ont rien compris à qui j'étais. Mais justement généralement les personnes qui peuvent projeter ça, c'est des personnes qui n'ont pas envie de prendre le temps de comprendre les gens. Donc ça peut être au début tristesse pour moi, mais du coup ensuite tristesse pour elles, me dire j'ai de la peine pour ces personnes qui peuvent être un petit peu coincées dans des schémas de... Là, on entre dans ton expertise, mais de croyances limitantes. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont en fait un petit peu bloquées, un petit peu atrophiées en fait sur elles-mêmes, presque handicapées. Sans utiliser le terme, mais pour moi c'est un handicap mental un petit peu d'être limité au niveau de ce que tu penses être possible de faire, mais on l'est tous, moi y compris, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses, je me dis surtout avant, je pense que je me disais c'était impossible, mais en fait ça l'était. Et par contre là où ça devient assez pathologique, je dirais, c'est quand tu commences par contre non seulement à douter, mais en plus à projeter sur les autres, comme tu dis, en mettant à mal leur intégrité, je pense que tu faisais référence à ce que tu peux faire des accusations sur le dopage, sur la triche. Moi, c'est quelque chose qui est à l'opposé de ma ligne de conduite, qui va être justement en fait le sport est un moyen. De nouveau un moyen, là où les personnes peuvent le voir comme une fin, de renforcer cette résilience, d'être bien dans ta peau, droit dans tes bottes, fidèle à tes principes, et à partir de là, en fait, t'as la formule pour, je pense, un bel épanouissement, quoi. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde de réussir à atteindre. Donc, la tristesse, pour moi, pour les autres. Qu'est-ce que tu souhaites Et puis, qu'est-ce que tu souhaites aux gens Tu dis une phrase qui me touche particulièrement. Plutôt que de réagir face à ce que disent les gens, leurs fausses croyances et finalement leur critique, parce qu'en fait, c'est pas normal. Donc, voilà, j'ai une forme de critique ou de jugement. Mais c'est ma croyance limitante à moi. Et tu dis, toi, ça te met en peine pour eux. Et tu leur souhaites quoi ? Parce qu'on sent que tu as vraiment une démarche le mot qui me vient à l'esprit, de bonté, en fait, par rapport à ça. En fait, je leur souhaite qu'elles arrivent à aller confronter leurs limites. Pour, en fait, ça serait presque sans parler, comment dire, c'est presque une révélation en fait, mais personnelle, sans parler de croyance ou de foi ou quoi que ce soit. Enfin, foi. Si finalement, ça devient c'est gagner une foi en soi. Tu sais, tout à l'heure je te parlais de confiance, mais à partir du moment où tu arrives à remettre en question quelque chose que tu pensais impossible, où tu finis par le réaliser, ce par quoi t'es passé, en fait, en dehors de ce terme de confiance, je pense qu'il y a une réelle foi en toi en disant, en fait, il y aura peut-être des moments où je vais douter à l'avenir, mais je vais croire en ce que je peux faire, en mes capacités, en la force de la discipline, des répétitions, par des itérations, des années de travail, et finalement, le doute te dérange moins. Peut-être qu'il n'est pas totalement effacé, peut-être qu'il est toujours là, et je pense que c'est ça, le doute. Je pense que c'est aussi quelque chose qui nous protège, parce que ça vient de la raison, c'est une façon très analytique, c'est un calcul qui te permet de dire, finalement, c'est peut-être pas si facile que ça. Ça permet aussi de te remettre en question en disant, t'es peut-être pas au niveau, il faut peut-être que tu travailles plus certains points.
moi, je suis quelqu'un qui a toujours des doutes, mais je suis pas hanté par eux, et je considère que j'ai aussi beaucoup moins de croyances limitantes qu'avant. Donc, je leur souhaite en fait de faire ce pas, de se lancer et aussi de s'épanouir à travers leur pratique. Parce que casser les croyances limitantes, je trouve que c'est super important, mais c'est aussi, il faut que ça soit, de nouveau, pour moi c'est un moyen, il faut qu'elles puissent se développer, apprendre sur elles-mêmes, partager de belles valeurs avec leurs proches, et le sport, je trouve, est un beau domaine pour ça, mais comme tu disais tout à l'heure, il y en a d'autres. Ça peut être l'art, ça peut être la philosophie, voilà. Tu t'as pas une religion en particulier? J'ai pas de religion en particulier, non. Thomas, c'est celui qui croit que ce qu'il ne voit. Important. Mais la croyance limitante, peut-être, ça aussi. Ça aussi, je pense que c'est une croyance limitante. Ouais. Je pense que je suis pas, ça va. Maintenant, je suis plus restreint qu'à ma vue. Mais non, je n'ai pas de religion en particulier. Ouais. Et je rebondis sur ce que tu disais sur les croyances limitantes. Là, je me suis lancé un nouveau challenge cet été pendant la off-saison. Mais là aussi, tu t'as fait ça pour faire du buzz. Excuse-moi, c'est pas moi qui parle, hein. C'est les autres. Hein. Tu vois ce que... Hein. Non. Tu peux nous raconter, mais qu'est-ce qui... Voilà, en fait, et d'ailleurs, moi, je suis pas trop ça, mais comme j'allais venir à ta rencontre, je regarde un peu les commentaires des gens. Mec, t'y arriveras pas. Gros frérot, c'est pas possible. Mais tu te prends pour qui? Quelle mouche t'as piqué pour être poli? Tu veux battre en fait, un mec qui, pour moi, excusez-moi, je le connais pas, c'est Goggins, c'est ça? Oui, c'est ça. Tout le monde me dit souvent, toi, dans le trisque, tu me fais penser à Goggins. Mais c'est qui ce gars-là depuis? Et en fait, pour moi, c'est du... Enfin, il a super documenté son truc, en fait. Mais lui, il est pas plus fort que toi, il est pas plus fort que n'importe qui, quoi. Enfin, selon moi, c'est l'image que j'en ai. Et sans offenser cet homme-là, qui doit être génial, hyper inspirationnel. C'est comme un Tony Robbins, tu vois. Lui, le gourou, et puis Goggins, lui, c'est par rapport à le corps. Mais pourquoi tu serais pas à son niveau? Enfin, je sais pas, je vois pas la limite là-dedans, moi. Je pense... Pourquoi les gens le mettent à ce niveau-là, c'est qu'il a en fait il a fait beaucoup de choses, beaucoup de challenges qui étaient particulièrement difficiles. Ouais. Que ce soit la Badwater ou d'autres ultras, et en fait c'est un peu non, je dirais même que je pense ce qui a été le plus difficile parmi ce qu'il a fait, ça a été les différents stages. Alors je voudrais pas dire de bêtises, et je suis pas suffisamment renseigné pour dire exactement, mais je crois qu'il y a une semaine qui est difficile qui s'appelle la Hell Week. C'est un des seuls à avoir réalisé plusieurs fois. Et au niveau des écoles militaires, c'est aussi un des seuls qui est passé par donc les SEALs et puis deux autres unités dont je ne saurais pas te dire le nom. Ouais. Ce qui fait que voilà, je suis pas suffisamment renseigné pour tout dire le détail, mais je pense qu'il a fait des choses hors du commun. Ouais. Qui nécessite énormément de force et de résilience mentale, et je pense que du coup chacun de ces challenges ou des records qu'il a pu réaliser sont du coup empreints de cette difficulté en fait, et de cet engagement mental qui lui est propre, quoi. Ouais. Moi, j'ai une vision de l'être humain qui est tout le monde a le potentiel de faire des choses hors du commun, hors norme, chacun dans son domaine finalement. C'est ça. En fait, la difficulté, elle est de plusieurs choses. C'est-à-dire que il y a une part de génétique. Est-ce que cette personne était plus douée que les autres, et du coup, ce qui fait que ça peut demander plus de travail d'arriver au même résultat. Et puis, il y a aussi toutes les années donc là, on parle génétique, et puis il y a tout ce qui est le travail. Le temps qu'il a mis pour atteindre ce record, donc je crois qu'il avait mis 9 mois de préparation. Tu peux nous en dire le record? C'est 4030 tractions. Combien? 4030 tractions. 4030. Donc c'est son record sur 24 heures, mais il me semble qu'il a mis 17 heures et des brouettes. Ah d'accord, il n'est pas allé au bout. Non, justement, parce qu'en fait la douleur est particulièrement... c'est quelque chose qui est très très particulier, on va dire, à ce genre de challenge, parce que tu n'as vraiment que 2 points de contact sur ta barre de traction, ce qui est un petit peu différent de quand tu cours, où là tu peux peut-être un peu plus moduler avec tes pieds si jamais tu vois, sur un ultra, si jamais tu as des douleurs, tu peux un peu changer ta démarche. Sur les tractions, c'est un peu beaucoup plus le même pattern, le même chemin musculaire et tendineux et articulaire, qui fait que tu repasses toujours par les mêmes contraintes. Donc je pense, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète. Je pense qu'il a aussi beaucoup de problèmes aux mains. Il avait dû ouvrir la... Et parlant de tes mains.
Et Tu peux montrer là, juste pour montrer à la caméra. mais elles vont bien, hein, globalement, elles vont bien. Alors je ferai un zoom dessus, je sais pas, mais elles vont bien, mais ça pourrait penser à un guitariste hein, finalement quand on voit les doigts, ou un batteur, quelqu'un fait la batterie, pareil, c'est les mêmes mains que toi finalement. Mais c'est la répétition, c'est les frottements, parce que t'as des gants aussi quand tu fais cette traction, non? Oui, alors je mettrai des gants pour le challenge. C'est sûr, parce que bon, là, je m'entraîne notamment sans pour former un petit peu la peau, le cuir d'une certaine façon. Et je considère que si tu t'entraînes de manière plus difficile, ça peut t'aider le jour même, quoi. C'est un peu comme si tu te lestais quand tu courais. Alors, commencez pas à faire ça parce qu'il y a toute une adaptation pour pas se blesser. Mais je pense que ce qui est sûr, c'est que le jour J, j'aurai quelques protections. Mais du coup, pourquoi les gens disent que c'est difficile? Bon, bah, la personne a... Impossible. Voilà, c'est impossible. C'est ce qu'ils disent. Et parce que voilà, c'est une personnalité qui allait très très loin dans certaines choses. Il y a des records qu'il a fait et du coup, les gens se disent jusqu'à maintenant ça n'a pas été battu, donc ça ne sera pas battu. C'est souvent le raisonnement, le schéma. Ouais. Et puis je pense qu'il y a une question aussi d'expérience et de travail. Je te disais en plus de la génétique, c'est il a mis il a réussi à sa troisième tentative. Il a mis 9 mois pour se préparer. Ouais. Et puis moi, j'arrive en tant que tom-tom bien prétentieux et je dis, Valet Coco, moi je vais mettre 50 jours à me préparer et je vais essayer de battre ce record en 12 heures et non pas 17 heures comme lui il a fait. 2 heures pour en faire combien alors? 4030. Pour battre le record, d'accord. C'est ça. Et du coup, forcément, en fait, les personnes pour qui le record était inenvisageable, le dire que en fait ça va s'être fait en 50 jours au lieu de 9 mois comme lui il a mis, une seule tentative au lieu de 3, 12 heures au lieu de 17, en fait quand tu combines tout ils te disent mais le mec il sait pas faire des calculs quoi, C'est ça. il est pas très malin ce garçon. Tu fais un game changer en fait. Un peu. Tu changes la donne. Un peu. Et finalement, c'est tu vas casser les croyances sans doute, mais tu as une optique qui est plus qu'intelligente, j'imagine, vu tout ce qu'on s'est dit pendant une heure là. Je pense que les gens seront d'accord. Enfin, j'espère. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est vrai, on est d'accord avec toi. Donc, en fait, finalement, ce qui bloque les gens, c'est que tu casses une légende, quoi. Peut-être ça peut être aussi, et ce que je comprends totalement, hein, ça peut faire de la peine d'avoir quelqu'un qui est inspirant, de le voir tomber ou en tout cas descendre de son piédestal, quoi. C'est possible que ça. Et puis il y a d'autres personnes. Je pense que c'est juste que c'est des grandeurs qui sont qui dépassent leur conception actuelle. Comme l'ultra trail, hein, avant que je pense on fasse, si personne n'a jamais entendu l'ultra et tu lui dis qu'on peut courir juste 100 km sans parler de dénivelé, de trail, de quoi que ce soit, de météo, en fait cette personne elle te dira bah non tu te trompes, mais parce que en fait tu lui amènes quelque chose qui sort totalement de son environnement, son champ des possibles. Mais et moi je trouve ça super chouette en fait de briser des croyances limitantes. Je le vois comme une action un peu positive de réveil, un peu d'éveil des gens aux autres choses, en disant bah non en fait peut-être t'étais un peu trop fermé, t'étais pas assez ouvert d'esprit pour te rendre compte que c'était bien possible. Et de nouveau là on rentre complètement dans ton expertise à toi, hein, parce que je pense que ton travail c'est justement aussi d'aider les personnes que tu accompagnes à réaliser que si, en fait, elles peuvent bien plus que ce qu'elles envisagent qu'elles sont capables de faire, quoi. Quand tu dis ça, j'ai plus l'impression d'être un pasteur, un prêtre, ou je ne sais quoi, plutôt que quelqu'un dans le mental, parce qu'en fait, les mots que tu emploies, c'est beaucoup autour de la croyance limitante. On parle d'éveil même, donc en fait, la pleine conscience, etc. Donc oui, effectivement, dans le développement personnel, pour prendre un terme un peu galvaudé, je trouve que j'ai ma place, mais je me dis finalement, et tu sais, quand j'étais petit, vraiment petit, hein, je me suis souvent imaginé à faire 2 choix, soit d'être comme tout le monde, soit d'être prêtre. Ok. Et bon, j'ai choisi d'être comme tout le monde finalement, tu vois. Mais oui, quelque part, ça me rattrape ça, parce qu'en fait, de pouvoir m'éveiller moi-même à une forme de...
si on parlait de spiritualité, en tout cas de croyance dans le monde et en moi, et pour que les autres puissent se dire, mais en fait, si lui croit, moi, nous aussi, on peut croire, finalement, alors je reprends les termes pour le coup, et j'arrêterai après là-dessus, mais évangéliser un petit peu ces croyances dont tu nous parles. Et en fait, dans le sport, c'est un peu ça aussi. On va pouvoir sans le savoir, de façon, parce qu'on aime ça, parce qu'on se réalise là-dedans, montrer que c'est possible. Peu importe finalement le kilométrage, le temps, la répétition, le poids, etc. Il y a des possibilités. Et là, finalement, oui, ça nous éveille à plein de choses. Donc, éveiller les gens, tu le disais finalement, à la beauté de la vie finalement. Alors, là, pour le coup, je reviens dans le côté très, très pratico-pratique. Fin de l'histoire et de ma soutane. Ou peu importe ce que j'aurais porté d'ailleurs, puisque je prêche pour aucune religion. C'est quand le rendez-vous ? Le rendez-vous, c'est le 23 août, samedi 23 août. De nouveau, on parlait de vulnérabilité. Ouais. Comme tout le monde, je suis sujet aux blessures pour l'instant. J'essaie de bien gérer ça et de ne pas en avoir. Maintenant, j'ai fixé une date. J'espère que j'arriverai en forme ce jour-là, le samedi 23. C'est quoi le plus dur physiquement aujourd'hui là ? Je pense que c'est de gérer ça, justement, faire en sorte que, comme tu répètes toujours le même mouvement et que tu n'as pas beaucoup de variabilité à amener, de faire en sorte de bien prendre soin de tes tendons, de tes articulations, tes coudes. C'est quoi le plus dur ? Muscles, articulations, tendons, c'est quoi qui vraiment te fait le plus souffrir aujourd'hui ? Je dirais que c'est justement ils me font pas souffrir, mais je fais très attention à eux et je pense que le point le plus délicat justement c'est prendre soin de mes coudes. Donc justement je fais bien attention, mais c'est ceux qui me demandent le plus de concentration, on va dire. Voilà. Et le jour J, ça sera sans nul doute la douleur totale, globale de la chose en elle-même. Et comment tu fais ? C'est quoi la stratégie ? Tu les enchaînes sur combien ? Les répétitions ? Comment ça se passe ? En fait, ça va beaucoup dépendre de... Si tu veux, c'est un peu... L'épreuve est difficile dans le sens où le pacing est particulier, donc la gestion d'allure est particulière parce que, et à la différence du vélo, où ton coût énergétique d'un coup de pédale est assez faible, ou du trail, où le coût énergétique d'un pas en avant est assez faible, la traction, c'est une grosse marche. C'est pas une petite marche, c'est une grosse marche. Et du coup, comme elle te coûte plus, tu peux en faire moins, mais il peut venir aussi, et j'espère ne pas en arriver là, le moment où ton niveau d'énergie est plus bas que la marche. Et du coup, tu peux plus faire la traction. À l'inverse du vélo, généralement, tu peux toujours donner un coup de pédale en plus. En trail, tu peux toujours faire un petit pas, tu réduis l'amplitude de ta marche, tu réduis le rythme. En traction, malheureusement, c'est pas le cas. C'est des grosses marches et du coup, l'idée, c'est de réussir à franchir au moins une grosse marche. De pas être confronté à comme un gros mur du marathon, mais là, ça sera un gros mur de traction où tu peux plus en faire du tout. Donc ça, c'est la difficulté du challenge. Et le rythme, il va beaucoup dépendre de comment se passent ces 20 derniers jours de préparation, parce que là j'en ai fait 30 sur mes 50 jours de préparation. Donc ça va beaucoup dépendre de comment j'arrive à gérer ces derniers entraînements. Je pense à quelque chose qui n'a rien à voir, mais dont tu disais tout à l'heure par rapport à certains commentaires de croyances limitantes qui disaient par exemple pour ce challenge que c'était impossible, j'allais pas y arriver. Et je souhaite à ces personnes de réaliser que si c'est possible, moi je peux être un vecteur en réalisant ce challenge, mais elles peuvent le faire d'elles-mêmes en réalisant des choses et tout ça. Mais je souhaiterais rappeler que 99,9% des commentaires, des interactions sont positives et extrêmement bienveillantes. Et c'est-à-dire qu'on se concentre beaucoup sur ce qui est négatif, et puis moi par exemple, quand il y a des croyances limitantes, je vais peut-être les mettre en avant pour dire vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose il y a un progrès, un développement à faire de ce côté-là. Il y a peut-être une remise en question à faire, peut-être une expérimentation. Tu vois, on dit souvent, faut pas mettre son attention sur ce 0,1%, c'est 1%. Et en fait, moi, je pense que dans ce que tu fais, tu vois, une des vraies clés de motivation pour toi, c'est pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais en fait, évidemment, quand toi tu seras à 99,89% de ton énergie exploitée, qui te restera 0,01% d'énergie pour faire tes 10, 20, 30, 100, 1000 reps à finir pour être au record, je pense que là, c'est ce petit pourcentage-là, ton pourcentage-là, il compte énormément. Alors soit ça se transforme en rage, soit ça se transforme en colère, soit ça se transforme en bienveillance, parce que tu vas avoir la bienveillance pour ceux qui sont là. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, souvent c'est Louis Christophe, ça fait 2-3 fois que je le
reprends dans mes conversations, mais tellement ça m'a marqué ce qu'il a dit, et c'est récemment, c'est pas dans le podcast que j'ai vécu avec lui il y a un an, où il débriefait son UTMB. Il fait 2e dans sa catégorie d'âge, donc mais il m'a dit un truc dernièrement qui m'a mais fondamentalement marqué. Tu vois, comme quoi c'est des petites phrases des fois qui font tout. Et je le dis là au micro pour que les gens l'intègrent bien aussi, parce que nous des fois on est ce 0,1% quand on voit des choses autour de nous, un peu des tracteurs, c'est pas normal, machin, c'est un peu notre côté voilà, limitant pour nous, comme tu dis. Mais en fait, imaginez dans un orchestre, juste celui qui... Tiens, c'était hier soir, je regardais le Grand Blanc avec une chaussure noire. Je me suis dit, c'est pas de ta génération. Ça fera rire ceux de ma génération. Et en fait, dans l'orchestre, en fait, t'as lui qui fait du violon. Et t'as surtout Jean Carmet, voilà, que tu connais pas non plus, qui lui était avec la grosse caisse, tu sais, à l'arrière, là. Donc tout le monde joue bien, sauf Jean Carmet. Donc t'en as qu'un dans la symphonie qui fait un truc pas bien, et c'est la grosse caisse, tu vois. Et donc forcément, le son qu'il fait, il dénote tout et ça casse tout, quoi. Bah tu vois, ce 0,1%, et c'est pour ça que je pense que les réseaux sociaux aussi, c'est pas une forme de discipline qu'on doit avoir, mais c'est une forme de prise de conscience, je pense, quand notre parole, elle peut faire mal. Notre parole, quelle qu'elle soit, dans un brouhaha, elle compte toujours. Et c'est en ça que tu dis, moi je trouve ça génial que tu dises tout à l'heure, je souhaite aux autres d'avoir foi en eux quand ils sont dans le mal, quand ils y croient pas, etc. Parce que si on avait tous ce réflexe-là, en fait, alors soit on répond pas à tes commentaires, et point bas, et on se tait, parce que le silence est d'or quand la parole est d'argent. Mais si la parole est d'argent et qu'on a envie de s'exprimer, soyons toujours dans cette forme de soutien malgré tout. Parce qu'en fait, tu en auras besoin. Alors peut-être que s'il n'y en avait pas ce détracteur, peut-être que tu n'aurais pas la hargne, la rage aussi d'aller chercher ce record pour prouver quoi que ce soit. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de ça ? C'est une bonne question. Donc, c'est vrai que il y a ces 99,9% des interactions qui sont très bienveillantes, positives. Et puis, tu as ces 0,1% qui sont celles qu'on peut mettre en avant comme on le fait aujourd'hui, parce que elles peuvent marquer, on peut plus s'en souvenir. Ouais. C'est des personnes qui... Déjà, c'est des commentaires qui sortent du lot, en fait. Donc déjà, juste de par leur différence, tu peux Et en plus, on pourrait les connoter négativement, en se disant, c'est des critiques. Et moi, je le vois plus comme une forme de spontanéité. C'est-à-dire que, oui, des fois, il y a de la violence gratuite, mais je le vois pas. En tout cas, pour ces commentaires, je les qualifierais pas tels quels. En fait, je les vois juste comme des personnes qui... c'est la première pensée qui leur vient en tête. Tout comme une personne pour qui trouve ça fascinant ou inspirant et qui fait du coup partie de ces 99,9% va dire oh waouh bravo, ça paraît extrêmement difficile, ça sera sa première pensée. Donc pour moi c'est simplement leur intuition qui parle, et ça valide une chose, ça valide que je m'attaque à quelque chose qui est suffisamment difficile pour que publiquement certaines personnes se disent non mais en fait c'est ma boule quoi, ça va pas jouer, les comptes ne sont pas bons mon cher monsieur, il va falloir revoir vos calculs. Et là je me dis ok, donc non seulement moi c'est un challenge que je me dis c'est inconcevable en tout cas de prime abord, ça me motive, et j'ai cette validation externe de non en fait c'est pas possible, et je me dis ok, donc c'est que c'est finalement je me suis peut-être pas trompé sur ce sur quoi je me suis lancé quoi. Ouais. À force de labeur, de lenteur, d'itération, de galérer en tout cas, tu vois, tu étais confiant quoi. Ouais. T'arrives au stade de la confiance là en ce moment? En fait je suis tout simplement heureux quoi. Je sais pas l'issue de ce challenge, je sais pas comment ça va finir, bien j'espère, mais dans tous les cas je me dis en fait on peut reprendre la phrase de Mandela, mais ou bien j'échoue, je perds, ou bien j'apprends. C'est en fait il y a que du positif à en tirer. T'y vas pas pour apprendre, t'y vas pour réussir. Moi j'y vais pour les deux. Mais c'est sûr que quand je me lance dans quelque chose, l'idée c'est pas d'échouer, mais j'ai un peu cette conception très peut-être américanisée de je vois pas l'échec comme une fin en soi. De nouveau un moyen en fait. Ouais. Tout est un processus. Et c'est peut-être pour ça en fait que tu me disais là, tes trophées, t'en es pas fier, et en fait j'en suis content, j'en suis heureux, mais c'est un moyen. Et l'échec du coup, le trophée, je vais pas le mettre en valeur, mais l'échec va pas non plus me plomber, parce que pareil c'est un moyen. C'est toujours en fait des échelons sur ma ligne du temps jusqu'à mes vieux jours quoi. D'accord.
Je sais pas si c'est clair. C'est ultra clair, pour moi en tout cas. J'espère pour vous aussi. Si vous voulez en tout cas connecter, vous avez compris que TomTom, ce que vous trouvez sur Instagram, il y regarde vos commentaires et tu y réponds aussi. Donc ça, j'en suis le témoin. Il n'y a pas besoin de passe-droit pour ça, et c'est généreux de ta part. C'est au détriment du temps, en plus, qui était déjà très précieux, on l'a compris. Si ce podcast, j'ai essayé de le faire sortir pour le coup avant, mais si on veut venir, on peut t'encourager en direct. Bien sûr, c'est où? Bien sûr, ça sera à Rolle, c'est près de Genève. Ouais. J'ai mis l'adresse en gros sur une de mes stories. Et puis si jamais vous trouvez pas, vous pouvez toujours me demander. Mm-hmm. Ça se passera à la salle de sport, s'appelle Z-Fit. Z-F-I-T à Rolle. R-O-2-L-E. Et ça démarre à quelle heure? Alors ça, j'ai pas encore fixé l'heure, mais je pense raisonnablement, si j'arrive à 8h, le temps de tout mettre en place, si on veut faire ça sans stress, je vais commencer vers 10h, quelque chose comme ça. Ouais. Et t'as conscience, toi, ou t'es convaincu que le fait d'avoir cet environnement qui galvanise autour de soi, ça te propulse en termes d'énergie, en termes ça te galvanise? Oui. Et tout à l'heure, je te parlais de gratitude, c'est pareil, en fait, toutes les personnes qui viennent manifester leur soutien, que ça soit à distance ou à proximité, en fait, je me considère extrêmement chanceux de pouvoir vivre ça et qu'elles viennent me donner me manifester leur soutien, quoi. Je trouve ça, à chaque fois, je suis super ému parce que ces personnes viennent elles-mêmes me dire que ça les inspire dans leurs projets personnels et je trouve ça absolument formidable, quoi. On t'a déjà dit, t'as un côté Mathieu Kassovitz? Ça ne parle pas non plus? Non. Putain, merde, tout le conflit des générations, tu regarderas Mathieu Kassovitz, mais qui transmet quelque chose. Non, lui, pour le coup, par le cinéma. Acteur, réalisateur, plein de profondeur, en fait, quand tu parles. Il y a le côté, c'est par rapport à ton regard que je dis ça, mais aussi la façon dont tu exprimes les choses, la portée de ce que tu dis, de ce que tu racontes. On sent qu'il y a du sens, en fait. Ça fait sens pour toi. En fait, c'est peut-être ça le plus important, c'est... tu vois, on parlait de mon enfance où j'étais rêveur, et peut-être un peu perdu. Ouais. Et aujourd'hui, peut-être... ce qui fait la différence, c'est vraiment ce sens. C'est d'avoir donné du sens dans mes actions. Et je pense qu'on parle de partage, d'émulation, de soutien, d'inspiration. En fait, ça me fait à chaque fois vibrer de savoir que de par ma petite expérience, à ma petite échelle d'humain, t'as d'autres personnes qui peuvent en apprendre quelque chose. Elles peuvent en être inspirées je trouve ça super chouette et en fait, elles me le redonnent fois 1000. Parce que elles m'inspirent en me partageant ce qu'elles font. Ça peut être, c'est pas forcément dans le sport et en fait, c'est jamais dépendant du niveau ou de la performance, mais vraiment de commencer. Franchir des étapes, se lancer dans quelque chose qu'elles pensaient pas possible, entreprendre leurs propres activités. Enfin, ouais, c'est fort en sens, c'est fort en émotion et moi ça m'anime, me donne de la vie en fait. C'est quoi l'émotion qui compte le plus pour toi? Je pense qu'elles sont toutes importantes. On parlait de tristesse, on parlait de joie, de gratitude, de frustration. Je pense que dans tout ce melting pot, je me rends compte que en fait, t'as besoin des bas pour avoir tes hauts. Donc, je les accueille telles qu'elles viennent. Des fois, c'est difficile, mais... Je la note, c'est ça. Celle-là, pardon. C'est tellement bête cette phrase, mais pourtant elle est tellement riche de sens, le besoin d'avoir des bas pour mieux saisir, mieux prendre le sens des hauts, ou mieux les savourer. C'est quand même frustrant d'avoir des bas quand même, on aimerait bien qu'avoir que des hauts, que ça monte tout le temps. Mais toi, comme tu disais, t'es un galérien, et ça, c'est pas pénible pour toi, non? Non. T'aimes bien aller dans cette galère? Ouais. Tu les cherches même. Alors, c'est là où la limite entre l'apprentissage et on va dire
la connerie est proche, c'est que j'essaye de faire en sorte que ça soit des galères qui m'apprennent quelque chose. C'est-à-dire que je vais pas me mettre dans quelque chose qui a aucune utilité et qui par exemple dans le pire des cas, qui pourrait me mettre en danger, où je risque ma vie. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit quelque chose qui profite mes proches, moi, ma compréhension du monde, mon apprentissage, peu importe. En fait, qui a une sorte de valeur ajoutée à la fin de l'aventure, de cette galère. Bon, des fois, il y en a pas toujours, hein. Alors, je me suis fait avoir à mon propre jeu dans ce podcast parce qu'en fait, je m'étais dit, je vais aller chercher de la technique, je vais aller chercher des outils, je vais aller chercher de la pédagogie, je vais aller chercher vraiment des tips. Et finalement, je suis tombé comme à chaque fois dans mon piège, comme souvent en tout cas dans le côté inspirationnel, et finalement éthique, quête de sens, etc. Et merci en tout cas de jouer le jeu, hein, parce que c'est aussi peut-être ce qui fait la spécificité de ce podcast. En général, on part en courant, on part à vélo, on est dans sa voiture, et puis on cherche un peu, voilà, de l'inspiration, le mot galvaudé aussi, le mot ChatGPT, c'est il met toujours bouleversant, inspirant, les mots qui t'as juste à lire un post et tu vois que c'est une ChatGPT tout de suite. Mais en tout cas, voilà, c'est peut-être un peu cette sorte de signature, puis en plus là tu contribues en mettant au bord d'un lac avec les gens qui courent à côté, le Mont Blanc derrière, ah non, c'est d'ici derrière, oh bah tiens, en plus là ça tourne au feu, on dirait. Ouais. Et donc, quand même, je pourrais pas ne pas passer un angle sur ce podcast sur quand même comment tu fais. Alors, on a compris le comment au travers de ton parcours, au travers de ton mindset, au travers de tes émotions, etc. Pour faire la transition avec la technique, si je posais la question aux 2-3 personnes qui comptent le plus dans ta vie, alors qui existent ou qui ont existé dans ta vie, je leur pose la question à chacune de ces 3 personnes, et je dis un mot pour décrire Tom ou Thomas. Et tu me dis qui, et il dirait quoi? Elle dirait quoi? Waouh, c'est dur. Ouais. C'est juste pour une transition, hein, tu vois. Alors si je pose la question à tes mains, elles vont dire il prend soin de nous. C'est un vrai galérien. Il est doux. C'est un vrai galérien pour le coup, ouais. C'est ultra compliqué. Ouais. Aussi parce que j'ai beaucoup de mal à m'évaluer et du coup à pouvoir évaluer aussi ce que pensent les autres. Oublie-toi. Ouais. Faut que tu t'oublies. Hein. Guillaume, il dirait quoi, tiens, déjà, de toi? Il mange trop. Il dirait que je mange trop. Gourmand. Non, enfin gourmand, c'est même pas ça. C'est il mange trop. Gargantuesque. Pantagruel. Tu coûtes cher. À l'université, ce garçon. Faut qu'il se mette au régime. Chérie, elle dirait quoi? Mais justement, donc elle, ça serait la première, mais qu'est-ce qu'elle dirait de moi? Ta louloute, tu dis? Ouais, louloute. Elle dirait... Ah bah tiens, elle dirait que je suis têtu. Ça marcherait bien. Ça, c'est facile. Ensuite, je mets toute ma famille comme un ensemble. Je pense... Le premier... En tout cas, j'espère ne pas me tromper. Mais je pense qu'il dirait que ma famille dirait que je suis gentil. Et puis, je vais extraire de la famille, je vais mettre mes neveux et nièces. Et je pense qu'il dirait, il est fou, tonton. C'est ce que disent beaucoup de gens, qu'il est fou. Aussi, non? Quand on ne te connaît pas, on dit qu'il est fou. Ouais, on pourrait dire ça. Si je mets de la masse, les gens qui te connaissent pas, la masse, hein, il est fou, ou il est barré, ou il est, il est fada, il est cinglé, ouais, en même temps, peut-être aussi, inspirant, notre terme qu'inspirant, mais il monte la voix quand même, quoi. Puis il y arrive, quoi. C'est un apôtre. Ouais. Et ceux qui te connaissent, la masse de ceux qui te connaissent bien, ils disent quoi? Ils me disent, ce qui revient le plus, c'est là, j'ai l'impression que je suis en train de me jeter des fleurs. Non, mais c'est pas grave. C'est 2 choses, c'est bienveillance et humilité. C'est ce que les gens me disent par commentaire. Enfin, par message quand ils m'écrivent. Ouais.
Et j'ai le sentiment en tout cas qu'il n'y a pas trop de décalage entre ce que tu connais de toi, ce que les gens connaissent de toi, disent de toi, on pourrait dire dans le sens une certaine forme d'alignement, quoi, non? Ouais, moi j'ai l'impression d'être un peu tout à la fois, c'est-à-dire je peux être humble mais arrogant, je peux être sympathique et pas sympathique parce que en fait j'ai mis une activité dans ma journée, donc j'ai peu de disponibilité, donc j'ai l'impression de pas aussi suffisamment donner aux gens. Tu vois, j'ai l'impression que tout comme on parlait des émotions, lesquelles étaient importantes, puis je te disais il y a tout. Moi j'ai l'impression que je suis aussi tout. Mais voilà. Si je reprends le triangle de tout à l'heure, finalement, il y a toi tel que tu es fait intrinsèquement, il y a les activités que tu mènes dans le sport, tout ce qui fait que tu te dépenses, puis il y a le contexte de vie. Donc finalement, c'est en fonction aussi de ce que tu nous dis à l'instant, en fonction du contexte dans lequel tu es, que tu vas avoir des attitudes ou développer des attitudes qui sont très circonstancielles. Oui. Voilà. Finalement, tout ça pour parler simplement, quoi. C'est ça qui fait qu'on est à l'instant T, quoi. C'est vrai. Il y a le trait, il y a des traits qui vont plus s'exprimer en fonction du contexte. Lorsque je vais m'attaquer au challenge, ça sera pas trop le moment d'être en mode quoi? En mode, tu dis? Ouais, mode. T'allumes le bouton, la main, t'es dans mode quoi? Aller jusqu'au bout, quoi. Aller jusqu'au bout, et puis il y a peut-être un tiramisu qui m'attend à la fin, ça va être un bon moment. C'est le seul extra, ça? C'est le seul écart? Ouais, mais c'est le meilleur du monde pour moi, donc d'ailleurs, tiramisu, je crois que ça veut dire tire-moi vers le haut. Pull-up, je vous laisse me donner la signification. Je me dis que c'est peut-être pas une coïncidence dans l'histoire. D'accord. Pour info, et elle sera heureuse que je le dise comme ça, j'ai ma femme qui fait les meilleurs tiramisu du monde. Oh waouh, bon, va falloir qu'on passe par chez vous. Tu me redonneras ton adresse. Ah ouais, tu sais que le podcast se fait soit chez toi, ou alors à côté de chez toi, soit chez moi. Et mes invités le savent très bien. Il y en a qui viennent à la maison, ils sont toujours très bien reçus. Parfait. Et ensuite, tu diras comme Guillaume que je mange trop. Non, franchement, non. Non, franchement, on est très généreux, et ma femme a dit elle a une cuisine très généreuse. Alors peut-être que justement tu vas faire tomber un autre mythe. Mince, je me suis fait avoir. C'est possible à ce moment-là. On a un challenge comme ça. Non, mais sérieusement. Et en plus, elle l'est fait, tu vois, avec des gammes que tu connais, qui fait que c'est très riche au niveau vitaminé et et que c'est gourmand, et que c'est pas toujours forcément au niveau macrocalorique en tout cas déconnant. Voilà, justement. Tu m'as donné envie là. Ah ouais, non, ça, j'y tiens, tu sais. Moi, c'est plus pour l'endurance. Toi, c'est la force et l'endurance. Si le moment, c'est plutôt la force, l'explosivité que l'endurance. Je dis pas de bêtises. C'est endurance de force du coup. Parce que là, les tractions, c'est beaucoup de répétitions pendant des heures. Ce qui fait que c'est pas lourd, mais c'est duré musculairement. Ok. Alors pour le coup, ceux qui écoutent Objectif Finisher en général sont plutôt dans l'endurance. On se reprend rendez-vous tous les deux. J'aimerais vraiment faire une deuxième partie parce que pour le coup je vais me démerder, je sais pas comment, mais pour que cet épisode sorte avant le 23 août j'ai 2 semaines pour ça. Je réfléchis, je sais pas, on va se démerder et j'aimerais bien qu'on se revoie après, même si je sais que le temps va être compté pour plein de raisons personnelles, on l'a compris, sportive, mais aussi et puis par rapport au travail évidemment, par rapport à ta thèse, mais si t'avais t'as pas de conseil à donner à personne, comme beaucoup de gens de ta catégorie qui sont bienveillants, qui sont humbles, mais quand même, on sait ce qu'on cherche chez toi parce que tu remportes des sacrés trophées quand même dans l'Irox, qui est une jeune discipline. Si tu faisais les 10 prochaines années là-dedans, on imagine que tu serais de loin un des référents, de loin parmi d'autres, mais tu serais en tout cas un des référents pour ceux qui sont plus dans l'endurance. Et pour le coup, c'est lié à ta thèse aussi. Tiens, ma question, pourquoi je l'ai pas posée plus tôt, c'était pour qu'on ait tous parcours initiatique entre-temps. Mais en fait, c'est quoi les enseignements que tu tires aujourd'hui de ta thèse à l'instant T, même si elle n'est pas finalisée? Alors là, je propose aux gens de patienter un petit peu, parce que justement, raison de venir te voir. On est en train d'avancer sur l'article par rapport aux meilleures pratiques du coaching des athlètes élites. Et je trouve ça super intéressant. Il y a 1001 enseignements. Donc, dès que ça sera public ou officiel, on partagera ça. Le but, c'est que ça bénéficie à toute la communauté.
Ouais, et tu le vois ça comment? Enfin, imaginons-nous dans 2 ans, ta thèse est terminée, t'as déjà les études qui sont sorties, personne va la lire évidemment parce qu'il y a très peu de gens qui lisent des thèses, donc on va demander à ChatGPT de faire un résumé, ou on va regarder l'application qui va cristalliser tout ça, ou bien il y a bien des choses qui vont le compte, la substance, tu vois, on veut que la substance. Bon, tu vois, pour le coup, moi je suis comme tout le monde en fait, je lis pas les thèses de A à Z, mais quand même, s'il y a 2-3 données clés que tu sens perceptibles, que tu dis, tiens là, finalement ça vient renforcer telle idée, ou inversement il y a un truc quand même un peu nouveau et voilà, ça je dois le partager. Ok, il y aurait une chose, je pense, en tout cas je vais en partager une aujourd'hui, c'est prendre en compte le contexte. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est on remarque ce qui fonctionne particulièrement bien chez les athlètes élites, c'est le fait que tous les entraînements sont adaptés en fonction de comment se sont passés les précédents, comment ils ont dormi, comment ils ont récupéré, quelles sont leurs sensations du jour, les courbatures, le stress, parce qu'ils sont, même si c'est leur métier, même si c'est leur profession, ils sont soumis, comme tous les humains, à d'autres stress que ceux de l'entraînement, qui peuvent être le stress familial de leur charge, ils ont peut-être des enfants, et en fait, cette prise en compte du contexte, elle est super importante dans la gestion de l'entraînement. Et il me semble, maintenant il faudrait que j'ai des données pour corroborer et appuyer mon propos, mais une des différences majeures entre les élites et les amateurs, c'est pas toujours la charge d'entraînement. C'est-à-dire que certains amateurs font autant que les élites, mais c'est une récupération qui est de moins bonne qualité, un contexte qui est plus défavorable. Et je pense que ça, il faut vraiment le prendre en compte dans la balance pour pouvoir adapter ses entraînements, quitte à ce que les amateurs qui du coup récupèrent, ou ça pourrait être aussi des athlètes élites qui passent dans une période un petit peu compliquée où il y a beaucoup de choses dans leur vie, beaucoup de changements, etc. Revoir à la baisse en fait leur entraînement, l'intensité, le volume, faire en sorte de prendre en compte tout ce contexte et de pas continuer à l'aveugle en se disant ben non, en fait il y a quelque chose qui a été planifié. Parce que c'est ce qui peut nous faire vraiment foncer droit dans le mur en accumulant plus de la fatigue que des bons stimuli et en fait en détériorant nos performances, ou en tout cas en ne progressant pas aussi bien que si on avait pris en compte le contexte. Peut-être on s'était accordé une demi-heure de récupération supplémentaire ou de massage ou peu importe de travail de respiration, peu importe ce qui peut aider la personne en question par rapport à une demi-heure d'intensité en plus qui elle en fait va plus creuser le trou que aider la personne à progresser. Voilà ce que ça serait. Philippe Propage fait partie des 40 ? Oui. Okay. Que j'ai la chance de podcaster chez lui et effectivement lui quand on parle la longue discussion que j'ai pu avoir avec lui, en fait, elle n'est pas tant orientée sur ses entraînements, ses planifications, etc. Mais on sent vraiment qu'il y a toute cette partie, mais même pour l'athlète élite, même évidemment, à fortiori pour l'amateur, comme tu viens de nous le dire, tout ce qui est contexte, parce que si je connais le contexte dans lequel vit ou évolue la personne à l'instant T, je vais pouvoir axer l'entraînement sur la période dont on parle, et puis aussi contextualiser la compétition par rapport à cet impact presque psychologique, émotionnel, en tout cas sur l'état de fatigue et l'état de performance. On pourrait dire certains que c'est très biaisé une fois de plus par Guillaume, parce que forcément, étant l'expert de la fatigue, forcément, mais c'est un vrai biais. Mais pour autant, toi comme Guillaume, vous parlez de mouvement, vous parlez d'entraînement, et c'est le cœur de la vie. Donc on a bien vu avec toi que le mouvement, au cours de notre conversation, c'était vraiment le côté progressif, l'évolutif. Je tiens vraiment, et je le fais en live, là, comme ça vous êtes les témoins, je te fais un piège d'enfer, mais à ce qu'on se revoie. Est-ce que tu as envie de venir me voir déjà dans le Jura cette fois-ci? Je sais que tu n'as pas le temps, mais pour qu'on continue cette expérimentation, parce que j'ai le sentiment d'intuition que tout ce qu'on est en train d'échanger depuis 1h30 n'est que le début pas forcément au sein du podcast, mais d'autres conversations. Et j'aimerais pouvoir aussi
que ce soit dans ta thèse ou en marge en tout cas, intervenir par rapport à ça, puisque je suis certain que sur ce sujet-là dont tu viens de nous parler un instant, je peux t'apporter énormément de ressources et de documentation aussi, d'expérience, alors à la fois dans le trail, mais aussi au-delà, et j'en serais très heureux, et justement pour toi aussi, pour toi, ce que tu vas vivre là pendant 12 heures. Moi, j'ai vécu ça, je pensais que ça allait durer 12 heures, ça a duré 14h30, mais c'était au milieu entre l'Angleterre et la France, dans la Manche, où la Manche, tu peux pas t'arrêter. Parce que si tu t'arrêtes, quand bien même il y a une partie de ton corps qui dit stop, bah oui, c'est la fin, quoi. Et il est hors de question d'arrêter. Donc là, en fait, c'est pas comme en course à pied ni comme en vélo. Comme tu dis, il y a toujours des stratégies pour pouvoir récupérer, pour pouvoir varier, etc. Et là, en fait, ça m'a tellement parlé ce que tu as dit. Et je pense qu'il y a plein de, il y a pas mal de nageurs qui diraient, j'aimerais bien en savoir plus. Donc, si vous voulez en savoir plus, je me démerde pour que ce podcast-là soit diffusé avant le 23, Inch'Allah. Et puis donc comme ça, on vient t'encourager le 23, on vient te soutenir. Il n'y aura pas assez de place pour le coup. C'est ce que je te souhaite. J'espère qu'il n'y aura pas assez de place. Et on se revoit. On se revoit. On se fait un check. Merci Cyril. Allez, merci à toi. Et donc on a tous les éléments pour te suivre, t'encourager. On te souhaite plein d'énergie, plein de motivation. Et puis moi aussi, on vous envoie plein aussi. Force à tout le monde. Bon courage à chacun pour tous vos projets. Et à bientôt.